20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. 24 heures après l'avoir déclenché, les grévistes du Conseil régional de Dakar poursuivent leur jet. 3 d'entre eux ont toutefois été évacués à l'hôpital. Le syndicaliste Sidi Ndiaye demande au ministre des collectivités locales de rendre son tablier. Pour une diminution des longues détentions préventives, c'est le plaidoyer de l'Institut des droits de l'homme et des peuples. L'organisation requiert également l'indemnisation au-delà de 5 années d'emprisonnement. Jamais procès n'aura connu autant de perturbations et de suspensions d'audience. Le jugement de Karim Wade déchaîne des passions, surtout chez les avocats chargés du dossier. Des avocats qui bénéficient d'une immunité judiciaire selon Ndiak Fall, professeur de droit pénal, qui ajoute par ailleurs que cela ne les autorise pas à s'adonner à des écarts de langage. À l'intérieur du pays, la pause pluviométrique inquiète les éleveurs. Ils craignent un déficit de moutons pour la Tabaski, mais le directoire national de l'élevage compte parer à cette éventualité. Une série de mesures vient d'être prise pour pallier une potentielle pénurie. Et puis, tous les accords de pêche seront signés de manière à en faire bénéficier les populations. C'est la déclaration du nouveau ministre de la Pêche, Oumar Gueye, était en visite au port autonome de Dakar ce jeudi. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Les travailleurs du Conseil régional de Dakar poursuivent leur jet. 3 d'entre eux ont toutefois été évacués à l'hôpital. Venu leur témoigner son soutien, le syndicaliste Sidi Ndiaye demande au ministre Oumar Youm de prendre ses responsabilités et de démissionner. Salimata Aoussek, Moudou Diop. Visage crispé, mine triste, ce sont là les stigmates de la jet entamée par ces travailleurs de l'ex-conseil régional de Dakar. Mais nous sommes ici à attendre nos salaires ou bien la mort. Parce que nous avons laissé nos familles, nos maris dans les maisons pour venir ici. Parce que nous avons cru que c'est notre dernier recours. C'est ça. Ce syndicaliste fustige la sortie du ministre des collectivités locales. C'est scandaleux et c'est honteux de l'entendre dire qu'ils ne sont pas responsables. Qui a pris la décision de supprimer les régions? C'est l'État. Nous, on ne parle pas de Oumar Youm intuité personnelle. On n'a aucun problème avec lui. Nous parlons de l'État du Sénégal. S'il n'est pas conscient de ses responsabilités, il doit dégager le plancher. En tout cas, la fédération continuera la lutte. Ça, je suis venu pour remonter le moral. Selon lui, l'acte 3 de la décentralisation n'a pas fini de faire des dégâts. Je vous dis que les problèmes du Sénégal commencent maintenant. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on a demandé aux arrondissements d'arrêter leurs comptes. On va revoter le budget. Les départements, on a élu les présidents de département. On ne les a pas encore installés. On va mettre des années pour que ça démarre. Le Sénégal vient de perdre plus de 35 milliards alloués initialement dans le cadre de la coopération décentralisée. Ces travailleurs de l'ex-conseil régional de Dakar ne pensent pas reculer. Ils déclarent vouloir rentrer dans leur fonds ou mourir. Les longues détentions préventives en matière criminelle et la privation de la liberté dans la procédure pénale, des pratiques décriées par l'Institut des droits de l'homme et des peuples. L'organisation plaide en faveur d'une diminution de ces détentions et l'indemnisation au-delà de 5 années d'emprisonnement. Pape Faraning et Mardien. Près de 80% des détenus restent plus de 5 ans en prison sans jugement. La diminution de ces longues détentions préventives en matière criminelle est le cheval de bataille de ces défenseurs de droits de l'homme. Les différentes étapes de la procédure pénale et en faisant la distinction entre la garde à vue et la détention provisoire. C'est le sens de la rencontre d'aujourd'hui. Nous essayons de trouver un équilibre entre le respect qu'on doit à la personne, puisque sa liberté elle est sacrée. Nonobstant les dispositions des conventions internationales et de la Constitution, ces pratiques perdurent au Sénégal et qui peuvent être préjudiciables pour certains détenus. Ce qui est, je le répète, très regrettable, c'est lorsqu'on vous amène à la relaxe ou à l'acquittement, mais après vous avoir gardé pendant très longtemps en prison. Comment réparer cela? C'est cette souffrance sur laquelle nous voulons attirer l'attention des autorités. Alors remarquez que parfois vous perdez votre femme, vous perdez votre travail, et je l'ai dit tout à l'heure, de rien, pour rien du tout, pour de peu, vous pouvez faire l'objet d'une accusation. Mais pour pallier à cela, selon le professeur Samba Thiam, une batterie de mesures s'impose.
Si c'est lié au fonctionnement du service public, on peut engager la responsabilité de l'État via l'agence judiciaire de l'État, la responsabilité administrative. Mais on va vous opposer un principe, quand ce n'est pas défaut de fonctionnement du service, le principe de l'irresponsabilité de l'État. Au-delà de ces mesures, les défenseurs des droits de l'homme comptent aller jusqu'au bout de leur combat pour une diminution de la privation de la liberté dans la procédure pénale. Le procès de Karim Wade, vous le savez, est renvoyé au 18 août prochain, mais après 4 journées de plaidoirie, l'heure est aux observations. Ouvert depuis le 31 juillet dernier, ce procès tient en haleine le Sénégal entier. Pour les juristes de formation, jamais procès n'a connu autant de suspensions, de perturbations d'audience et de débats houleux au Sénégal. Fatidien, Diafaraba. Le caractère public du procès, la touche humanitaire du juge et l'application du principe de précaution, 3 observations faites par cet activiste des droits humains. Le huis clos n'a pas eu lieu. Le procès a été public. Tout le monde a pu y assister. M. Bibo Bourgi, c'est quelqu'un qui a été malade. Après une période de flottement où on l'a fait comparaître, décision a été prise de le dispenser durant toute la phase où ce seront les exceptions qui vont être plaidées. Bataille de procédure, débat houleux, le procès de Karim Wade a connu beaucoup de temps forts et d'incidents d'audience durant ces 4 journées de plaidoirie. Les procès où aussi il y a autant de débordements, je crois qu'il y en a eu très peu. Il nous a tous été donné de constater que le dernier jour, ça n'a pas volé très haut. A fini par priver de liberté beaucoup de citoyens. Le palais de justice a été difficile d'accès, même pour une bonne partie de son personnel. Il faut que les personnes qui ne sont pas concernées par le procès, qui sont des voisins du tribunal, soit parce qu'elles y habitent, soit parce qu'elles y travaillent, il faut que ces personnes puissent vaquer à leur occupation le plus normalement du monde, comme cela se passait habituellement. Depuis l'ouverture du procès du fils de l'ancien président de la République du Sénégal, le pays occupe le devant de la scène internationale. Déjà, Moïse Rampino avait annoncé la couleur. Le premier jour, il avait perturbé l'audience et rejoint ainsi Karim Wade à la MAC de Rebeuss. Et nous restons avec ce procès. Des acteurs de la justice condamnent le niveau des débats marqué par des déballages entre avocats. Et si les avocats frôlent souvent les limites de la décence, c'est parce qu'ils bénéficient d'une immunité judiciaire. C'est l'avis du professeur de droit pénal, Ndiak Fall. Toutefois, le spécialiste ajoute que ces derniers ne doivent pas en profiter pour s'autoriser des écarts de langage. Chérif Dia. Les débats ont volé trop bas mercredi devant la CREI au 4e jour du procès de Karim Wade. Des avocats se donnant en spectacle optant pour le déballage à la place des arguments juridiques. Un abus du principe de la liberté d'expression qui leur est reconnu devant les tribunaux. Les discours prononcés comme les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à des actions en diffamation. Je dirais même les propos injurieux, etc. Ça, c'est le principe. Ce principe ne devrait pas être une raison pour les avocats de dépasser les limites de la décence, estime ce spécialiste du droit pénal. Nous sommes dans un débat judiciaire. Cela doit se faire dans les limites de la décence. Et sur ce plan précis, le président du tribunal, qui a la police de l'audience, il peut toujours ramener à l'ordre, si vous voulez, les récalcitrants. Quand les propos diffamatoires sont étrangers à la cause défendue devant le tribunal, il est tout à fait possible que des poursuites se fassent. Ces dispositions sont prévues dans l'article 269 du Code pénal. Les différentes parties au procès sont attendues sur des arguments juridiques et non sur des déballages qui n'honorent pas la justice. L'immunité judiciaire, ça permet la liberté de ton, la liberté d'expression. Comme on dit, tout ce qui est excessif est insignifiant. Ce qui importe, c'est de se concentrer sur le procès lui-même et d'avoir des arguments juridiques à faire valoir pour défendre sa cause. Espérons que d'ici au 18 juillet, date de la reprise du procès de Karim Wade, les uns et les autres retrouveront leur sérénité. Et naturellement, après une pluie qui s'est fait longtemps désirer, les premières gouttes apaisent et réjouissent les
Espère un bon hivernage. Pour de nombreuses personnes interrogées par nos reporters, les prières formulées un peu partout dans le pays ne sont pas étrangères à l'arrivée de la pluie. Mais pour d'autres, la pluie est venue à son heure. Les populations ont juste été un peu trop impatientes. Makital, Khadim Sissé. Enfin, les premières pluies sont tombées à Dakar. Un changement que les populations ont longtemps attendu. Les pluies qui viennent de tomber, c'est une bénédiction, même si c'est avec un peu de retard. Sinon, après tout, c'est la volonté de Dieu. Il faut toujours avoir la foi, ainsi tout ira bien. Les gens sont seulement impatients, sinon ce n'était pas encore le bon moment, car c'est en août qu'il pleut vraiment. Tout ce qu'on souhaite, c'est un bon hivernage, même s'il peut y avoir des conséquences. La plupart de ces personnes attribuent ces premières gouttes d'eau aux prières qui ont été formulées un peu partout. C'est possible que les prières aient provoqué ces pluies car beaucoup ont prié, mais à mon avis, c'était simplement le bon moment. Ce jeune homme, par contre, estime que les populations ont été impatientes. Selon lui, la pluie arrive à son heure. Les prières sont essentielles et en tant que musulmans, c'est ça notre force. Les prières sont essentielles, elles relèvent de recommandations. On peut considérer que toutes les prières ont été essentielles. Un bon hivernage est souhaité par une bonne frange de la population. Cependant, pluie abondante signifie pour certains le début de la galère. Et à l'approche de la Tabaski, le mouton risque d'être introuvable. L'absence de tapis herbacés dans le monde rural et l'assèchement des abreuvoirs sont entre autres les difficultés rencontrées par les éleveurs. Le directoire national des femmes vient de prendre une série de mesures pour répondre à l'autosuffisance du marché en moutons. Une mesure qui, selon la présidente du directoire, devrait permettre à ne plus faire appel aux éleveurs de la sous-région à l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir. C'est un reportage signé Ibrahima Kamara et Tierno Laurent Mendy. Après la Korité, les pensées convergent vers la Tabaski, la fête du mouton. L'approvisionnement du marché en bélier fait tout de même défaut. La population sénégalaise, c'est d'attendre toujours le dernier moment pour s'acheter un mouton. Souvent, ils disent que le dernier moment, c'est le ventaire. Or, aujourd'hui, nous, les éleveurs, on ne va pas bazarder nos cheptels. La présidente, l'autosuffisance en moutons nécessite des préalables. Il faudrait rassurer la santé animale. Il faut rassurer l'alimentation animale. Il faut rassurer l'abreuvement du cheptel. Il faut sécuriser le cheptel pour le vol de bétail. Les finances, et ils se mettent sur le terrain. Je pense qu'on aura suffisamment, on sera en conforme avec l'autosuffisance en mouton de Tabaski dans le pays. Une grande différence est notée entre l'élevage pastoral ou traditionnel et celui urbain, qui est un nouveau mode attirant de plus en plus de jeunes. Puisque ça permet aux gens nantis, les grands patrons, de s'approvisionner en mouton de Tabaski sans difficulté. Mais il faut toujours savoir que dans la vie, il y a des catégories de personnes, des éleveurs, des populations qui peuvent se procurer des moutons d'un grand prix et des populations qui ont des revenus moins. Malgré les énormes potentialités que regorge le Sénégal, telles que la zone sylvopastorale, le ferlo, les nombreux cours d'eau et les différentes races ovines, le Sénégal n'est toujours pas à l'abri de l'autosuffisance en moutons. Et nous restons sur le sujet, la sécurité dans les points de vente, un souci majeur pour les vendeurs de moutons, une situation qui entrave le bon déroulement de leurs activités, les poussant ainsi à mieux s'organiser pour assurer leur sécurité, mais aussi celle de leur bétail. Code Ndiaye. La sécurité dans les points de vente de moutons entre le sommet des éleveurs. Ces derniers ont mis en place un système de surveillance pour parer à toute agression et vol de bétail. C'est très difficile car nous sommes là et il n'y a pas de sécurité. Nous assurons notre propre sécurité jour et nuit.
avez vos moutons et que vous n'avez pas où les mettre, il faut que vous les gardiez. Malgré ces mesures, le vol de bétail dans les points de vente reste une monnaie courante, selon cet éleveur. Pour le vol de bétail, ça ne manque pas comme tout travail. Il y a des risques. Pour la surveillance, certains dorment jusqu'à 2 heures du matin. Ensuite, il nous arrive de prendre un voleur, mais on dit toujours qu'il est troubadour. C'est pourquoi ces histoires, on ne comprend pas. Pour toutes ces raisons, ces vendeurs de moutons réclament aide et assistance aux autorités compétentes pour mettre fin à ce fléau qui leur coûte un manque à gagner énorme. Direction Linguère à présent, où sur place la pause pluviométrique décime le bétail, les vaches meurent, le prix de l'alimentation de bétail flambe, une situation déplorée par les éleveurs qui craignent un manque de moutons pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Reportage Modumbaï. L'élevage, qui est une activité très pratiquée dans le Djolof, est actuellement menacé par la pause pluviométrique. Plusieurs vaches meurent dans la forêt à cause de cette situation indestructible. En ce moment, les éleveurs sont très fatigués à cause du retard des pluies. Et vraiment, on a dépensé beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de bœufs décimés par la faim. J'ai enregistré beaucoup de pertes. Sur les 1000, les 2 quarts sont partis. Un sac de foin coûte 6 000 francs, alors celui d'un aliment est fixé à 10 000 francs dans le marché. Les éleveurs crient au scandale. Tout ce que j'avais économisé, je l'ai dépensé, car le sac de foin coûte très cher, plus de 8 000 francs. Vous voyez, j'ai des métis qui consomment beaucoup d'aliments et coûtent vraiment très cher, 5 500 à 8 000 francs. L'absence totale d'eau et la rareté des pâturages demeurent un problème crucial chez les éleveurs du département de Linguère. Même les forages n'ont plus d'eau. Vraiment, c'est très difficile. En ce moment, on ne sait pas où aller, car nous n'avons plus rien pour nourrir nos bêtes. Face à ce calvaire collectif, les éleveurs craignent un manque criard de moutons de Tabaski et lancent un SOS aux autorités gouvernementales du pays. Et une affaire de don de moutons passe de semer la confusion entre l'ambassade d'Israël et l'ONG Jamra. Tout serait parti d'une interview de l'association des imams et oulémas du Sénégal, dans laquelle ces derniers affirment que c'est l'ONG Jamra qui est chargée de la distribution des bêtes offertes par l'ambassade d'Israël. Une déclaration des imams que l'ONG Jamra réfute en point de presse ce jeudi. Les membres de l'organisation ont apporté leur version des faits. Aminata Mbaresso et Modou Diop. La direction exécutive de l'ONG Jamra dément toute information faisant état de son implication dans la distribution de moutons offerts par l'ambassade d'Israël. Les membres de l'ONG dénoncent les auteurs de ce communiqué. La direction exécutive de l'ONG Jamra affirme qu'elle n'a jamais été demandeur ni preneur pour assurer une quelconque distribution. Ainsi, elle balaie de revers de main cette information qui va à l'encontre des principes de l'ONG. À cette période, l'ONG avait saisi le secrétariat de l'ambassade d'Israël par téléphone pour lui signifier que l'ONG Jamra n'est pas demandeur et qu'elle ne doit pas être mêlée à cette affaire. Sur le fait qu'il y ait plusieurs fêtes de Korité au Sénégal, l'ONG appelle au dialogue. La solution, c'est la concertation, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Vous savez, madame, il faut qu'on se départisse de nos personnes et qu'on mette en avant l'intérêt général et la voie divine. La direction exécutive de Jamra a par ailleurs dénoncé les agissements d'Israël à l'endroit du peuple palestinien. Ils disent soutenir la Palestine. Tous les accords de pêche seront signés au bénéfice des populations. Déclaration faite par le nouveau ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye. Et c'était au cours d'une visite au port autonome de Dakar pour prendre contact avec les différents chefs de département de cette société que le patron de la pêche trouve par ailleurs très compétitive. Ndeye Mbosessi, Mohamed Saoudia.
la Direction générale du port, le port maritime et puis la plateforme de distribution. Des lieux visités par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Une visite jugée satisfaisante. Les excellents résultats obtenus que nous avons pu constater à travers une présentation PowerPoint, mais aussi que nous avons pu constater sur place en visitant les infrastructures. Nous sommes dotés d'un port très performant. En ce qui concerne les accords de pêche, le ministre rassure les Sénégalais que ce sera à leur bénéfice. Ce qui est sûr, c'est que ce qui sera signé préservera les intérêts des uns et des autres. À ce niveau-là, je suis disponible pour continuer à discuter avec eux et également préserver les intérêts de notre pays, ça il n'y a aucun doute. Pour Omar Gueye, le ministre en charge de la pêche, le port de Dakar est bien portant, donc compétitif. C'est l'un des ports les plus importants en termes de capacité. Nous avons pu également mesurer ce qu'était le port avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui et ce qu'il deviendra demain à travers les importants projets structurants qui sont en train d'être mis en œuvre. Tous les bateaux, tout type de bateaux aujourd'hui à travers le monde peut accoster au port de Dakar sans difficulté, sans même tenir compte des variations de marée haute ou marée basse. Donc le port peut compter effectivement sur le soutien de la tutelle, sans aucun doute. La visite de la plateforme portuaire a permis au ministre de se réjouir du travail abattu par le personnel. Il soutient que ce port de Dakar a toutes les compétences pour participer aux rendez-vous internationaux. Cette réunion de la direction de la prévision et des études économiques, réunion au cours de laquelle les professionnels ont insisté sur la nécessité d'adopter une démarche inclusive pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Et autre sujet à évoquer, la formation des jeunes et les secteurs à fort taux de potentialité. Mbaké Amar et Tierno Laurent Mendy. Miser sur la croissance inclusive en mettant en œuvre le plan Sénégal émergent, c'est l'objectif de la direction de la prévision et des études économiques. La DPE compte s'appuyer sur les secteurs porteurs. Après les constats qui ont été faits au moment de l'élaboration du plan Sénégal émergent, une stratégie a été définie pour miser essentiellement sur la croissance inclusive. Et donc des secteurs ont été identifiés pour porter la croissance sur les années à venir et avec un accent particulier sur la croissance inclusive. La stratégie mise essentiellement sur des secteurs comme l'agriculture et l'agrobusiness, comme l'habitat social, comme le secteur informel, qui en principe bien drivé devrait permettre d'arriver sur une croissance inclusive où donc chacun se verrait dans cette croissance. Dans un contexte marqué par le chômage et le sous-emploi, l'État du Sénégal compte miser sur la formation des jeunes pour avoir des ressources humaines de qualité. D'abord, en tant que secteur, nous pensons que nous avons un potentiel dans ce secteur pour développer la formation, attirer davantage d'étudiants au Sénégal et cela contribuera au développement de ce secteur. Mais c'est un secteur également important parce que vous ne pouvez pas attirer des investissements directs étrangers si vous n'avez pas les ressources humaines de qualité pour pouvoir faire face. Et le PSE est tellement ambitieux qu'il faut des ressources humaines de qualité pour pouvoir porter cette stratégie. Réduire très sensiblement la pauvreté, c'est l'objectif principal qui est visé en renforçant la croissance, mais surtout la croissance inclusive. Lancé depuis quelques mois, le plan Sénégal émergent a pour objectif d'atteindre un taux de croissance de 7%. Et ceci en tenant compte de l'inclusion économique et la protection sociale. Et nous parlons à présent de toute autre chose. La création d'un organe de régulation pour la presse en ligne n'est pas du goût des éditeurs du web. Et oui Léa, et pour ces derniers, les textes qui régissent la presse en ligne existent déjà. Il faudrait juste y apporter quelques correctifs pour les rendre plus performants. Fatou Bintou Conté, Diafaraba. La création d'un organe de régulation pour la presse en ligne n'est pas une solution pour réguler ce secteur. Pour Ibrahim Alissa Faye, ce sont les textes qui doivent être revus. Moi, je ne pense pas qu'il faille mettre en place un autre organe. Déjà que le CNRA est là, et donc il faut simplement réfléchir sur les textes et voir comment implémenter ça dans ce que fait le CNRA. Même s'il reconnaît que les forums sont les lieux d'insultes et d'insanité, il estime toutefois que des mécanismes sont en train d'être faits pour pouvoir éliminer ces types de messages. Pour de très grands sites, il y a un préjudice qui est là, n'est-ce pas? Et c'est vrai que aussi détruire la vie d'un individu par le simple poste d'un commentaire, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Et donc nous sommes tous conscients de ça.
et des efforts sont en train d'être faits. Et ce que nous appelons de tous nos voeux, c'est la mise en place carrément, c'est la mise en place de textes qui pourraient permettre de réguler ça. D'ailleurs, Ibrahima Lissa Faye demande que les textes de loi sur la presse en ligne soient beaucoup plus approfondis afin de les permettre de mieux faire leur travail. Comme texte de loi, c'est très embryonnaire et ça doit être approfondi. Et même pour le code de la presse, ce qu'il y a là-dedans, il faudrait en tout cas qu'on essaie de mettre en place un cadre de réflexion rapidement pour pouvoir l'améliorer. Mieux gérer les forums dans la presse en ligne, telle est l'ambition des professionnels de la presse, mais aussi du ministère de la Communication. La page du sport avec du foot. Récemment sacrée championne du Sénégal, l'AS Pikine demeure ambitieuse cette saison. Le club de la banlieue espère soulever la Coupe du Sénégal lors de la finale face à l'Olympique de Ngor le 17 août prochain. Les Pikinois ont organisé un open press, c'était au stade Alassane Djigo en présence de Chersadi Boudiara. L'équipe championne du Sénégal de la saison 2013-2014 vise le doublé. L'AS Pikine veut disputer la finale de la Coupe du Sénégal face à l'Olympique de Ngor, un adversaire qu'il a battu en aller-retour en championnat. Malgré l'absence de 2 cadres de la formation pikinoise, l'entraîneur rassure. Il faut connaître ça de part et d'autre, avec tout le respect que j'ai, n'est-ce pas, en tout cas pour l'adversaire, mais nous sommes dans le même cas. Nous sommes dans le même cas, c'est-à-dire que nous manquons tous les deux de rythme. Et puis 1 mois, 5 semaines, c'est pas facile. Donc, le remplacer par un autre joueur. Non, là, je ne peux pas vous le dire. Mais Adama Mbaye, ce n'est pas la première fois qu'il s'absente de la finale. Mais nous espérons qu'il sera là parce qu'il a voyagé pour 1 semaine. Donc, normalement, en fin de semaine, il devrait être de retour. Ibou Cissé également, ils sont tous partis vers le même club. Donc, c'est pour le même nombre de jours. La confiance est de mise, malgré le break observé pendant le mois de Ramadan. On est bien concentré. Le reste, on le fera le jour J, Inch'Allah. Ouais, la confiance, elle est là parce que voilà, on vient de sortir, de gagner, de remporter le championnat. Donc voilà, on est concentré. Non du tout, parce que quoi qu'on puisse dire, nous on est des musulmans. On est obligé de le faire, donc voilà, on est aussi des compétiteurs et un compétiteur ne doit pas beaucoup penser à ça parce que des fois tu joues toute une mi-temps sans boire. Donc voilà, pour moi ça ne pose pas beaucoup de problèmes. L'AS Pikine est déterminé à aller chercher ce trophée, une manière pour les banlieusards de montrer que le football reprend vie dans cette partie de la capitale sénégalaise. Football toujours, et cette fois-ci pour parler du National 2. La finale entre l'Union sportive des Parcelles Assainies et Génération Foot n'a pas eu lieu. La cause, le refus de l'arbitre Bassirou Ndiaye de reconnaître deux clubs de l'USPA. Le premier vice-président chargé de la compétition, Malik Thiam, regrette l'attitude de l'arbitre qui s'expliquerait par un contentieux avec les 2 joueurs. Nous écoutons Malik Thiam, il est au micro de Sadi Boudiara. Jusqu'au dernier moment, au moment où les équipes étaient là présentes, au moment de l'identification, l'arbitre a dit qu'il n'identifiait pas 2 joueurs de l'Union sportive des Parcelles Assainies. Les joueurs des Parcelles Assainies ont dit que si les gosses ne jouent pas, eux ils ne joueront pas. On a amené les licences, on a amené la carte d'identité des 2 joueurs, c'est des jumeaux, on a amené les 2 joueurs en même temps, les jumeaux. Tous devant l'arbitre, il dit qu'il ne peut pas le reconnaître, il ne les reconnaît pas. Donc l'arbitre dit qu'il ne reconnaît pas ces 2 joueurs-là, nul ne peut rien. Nul ne peut rien. Alors Parcelles a dit que ça devient maintenant un harcèlement. Parce que ça n'a pas se passé lors des demi-finales et lors de la finale que les choses se répètent. Ils demandaient vraiment à la commission centrale des arbitres de nous changer le trio. Mais malheureusement, ils nous ont dit que ça, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas désavouer les arbitres, ils ne peuvent pas aussi changer le trio à l'immédiat. On a dit donc, tel est le cas, on n'a qu'à renvoyer les rencontres en attendant maintenant d'aller s'asseoir avec la SACEA pour essayer de régler définitivement ce problème, ce contentieux qui existe. Cette finale sera jouée. Je ne sais pas, sera maintenant ou sera en début de saison, mais cette finale sera jouée. Et avec le foot, nous restons. Dembaba a marqué ses premiers buts avec son nouveau club Besiktas. C'était hier en match préliminaire de la Ligue des Champions face à une équipe de Rotterdam. Auteur des 3 buts du match, il a permis ainsi à son équipe d'entrevoir la qualification en phase de poule. Abdelaziz Khan.
Dembaba a trouvé la meilleure manière de se faire adopter par les supporters de Beşiktaş. Pour son premier match officiel à domicile au stade Enenou, l'attaquant des Lions a inscrit un triplé pour offrir la victoire au Beşiktaş face à Feyenoord. Titulaire pour la première fois dans l'attaque du club stamboulien, l'ancien joueur de Chelsea permet à son équipe de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Après la victoire du Beşiktaş Istanbul sur le score de 2-1 à l'aller, Dembaba a fait le travail à lui seul dans ce match retour. Une performance qui ne devrait pas laisser insensible le sélectionneur des Lions Alain Giresse qui va publier sa liste pour Sénégal-Égypte dans 2 semaines. Beşiktaş connaîtra son adversaire en barrage ce vendredi. Il reste donc 2 matchs à jouer pour Dembaba pour atteindre la phase de poule de la Ligue des Champions. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir pour nous de vous le présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le bulletin d'information à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et comme tous les jeudis, vous retrouverez Raj Hassan Gueye dans son émission hebdomadaire Lichi Penchumi. Aujourd'hui, il s'intéresse aux nombreux cas de noyade en cette période d'hivernage. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée sur cette antenne. Au revoir.